va démarrer donc, cette journée. Donc, on a divisé en 2 parties. La matinée va être consacrée vraiment sur tout ce qui est impact du rôle d'aidant sur la santé physique et psychique des parents. Ça nous paraissait important de répertorier ces impacts et de voir aussi comment on peut agir en termes de prévention, de repérage et puis de solutions. Et puis l'après-midi sera consacré au répit, puisqu'en fait c'est un petit peu le revers de la médaille, et donc une des premières conditions pour prendre soin de soi. On voulait. Alors pourquoi Alors les aidants, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de définition officielle jusqu'en 2015. Voilà, on a attendu 2015 avant d'avoir une définition officielle et qui est inscrite en fait donc, dans le code de l'action sociale et familiale, mais dans la partie personnes âgées. Donc vous voyez qu'on n'est pas trop dans le thème du coup finalement aujourd'hui. Alors la définition est suffisamment large pour que ça inclue tous les aidants, mais en termes de symboles, effectivement, on retrouvera ces définitions uniquement dans le chapitre consacré aux personnes âgées. Ce qui ressort, c'est qu'effectivement, quel que soit le lien familial qu'on a avec l'aidé, il s'agit de personnes qui ont des liens étroits et stables avec l'aidé, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Donc ça, c'est la définition officielle. Et pourquoi nous, on met un coup de projecteur sur les parents aidants et sur cette question de la santé des parents aidants? Parce que quand on devient parent d'un enfant en situation de handicap, c'est pour toute sa vie. Et qu'en fait, c'est un marathon. Et que si à un moment donné, on ne s'économise pas ou qu'on ne fait pas suffisamment attention à sa propre santé, ça peut aussi avoir des impacts sur l'aider. Et en fait, l'enfant ira bien si ses parents vont bien aussi. Donc c'est un sujet qui est central. Et donc pour démarrer, nous on s'était dit on aimerait bien avoir des chiffres en fait à présenter pour mesurer cet impact, et on n'en a pas trouvé beaucoup en fait, notamment sur ce segment très particulier des parents aidants, et c'est la raison pour laquelle on a lancé une enquête avec Anne dans le courant de l'été. Donc pour celles et ceux qui ont répondu merci, on est arrivé à 200 réponses. Alors on s'est dit c'est pas énorme, mais c'est un échantillon qui est suffisamment large pour avoir des chiffres significatifs. Et puis dans le cadre de la préparation du colloque, on a contacté donc l'UNAPI qui a eu la gentillesse de nous transmettre des éléments sur une enquête plus large qu'ils avaient menée, donc vraiment où ils ont listé tous les impacts sur les parcours des parents d'enfants en situation de handicap. Et donc ils ont un échantillon de 4000 répondants, donc qui est plus important que nous. Je vais vous présenter, alors nous avons la chance d'avoir Madame Maudet parmi nous qui vous parlera plus spécifiquement du projet La Voix des aidants cet après-midi. Là, je vais juste vous présenter quelques chiffres qui sont ressortis de cette étude avant de vous présenter notre enquête qui rentre plus, on va dire, plus dans le détail de la santé. Donc voilà, c'est le projet La Voix des parents, l'idée étant de défendre et de mettre en lumière les retours de ces parents. Et donc, on va dire que les principaux enseignements de l'enquête, et sur ce qui concerne la santé, c'est d'abord qu'effectivement les parents se retrouvent dans une situation complexe avec un accompagnement où ils doivent agir sur différentes sphères. On a le personnel, professionnel, où tout qui va se mélanger. Et puis, sur les mesures qu'ils ont réalisées, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de bien-être qui était bien en dessous de la moyenne nationale, avec un très fort sentiment d'exclusion de la société, avec le sentiment de ne pas arriver à choisir sa vie, à faire des choix dans sa vie, avec un retentissement important sur la vie professionnelle, des répercussions sur la santé, donc qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et malgré tous ces obstacles, ce qui est ressorti, c'est la grande fierté des parents, du chemin qui est parcouru par leurs enfants, d'arriver à vaincre ces obstacles, d'être plus fort finalement que ça. Mais ce qui persiste, c'est de l'inquiétude par rapport au manque d'accompagnement au quotidien et de ce qui se passe aussi une fois qu'on n'est plus là. Donc c'est ce qui est source d'inquiétude. Sur la question du bien-être, alors vous voyez sur la droite, c'est des chiffres qui sont issus d'une enquête menée sur la population générale. Sur la gauche, c'est les résultats de l'enquête UNAPI. Et ce qu'on voit, c'est que sur la question de est-ce que vous vous sentez heureux dans votre vie, on a quand même un écart de 25 points entre la population générale et les parents aidants, et qu'on a quand même moins de la moitié des parents qui se déclarent heureux dans leur vie, avec 33%, donc un tiers qui s'estiment particulièrement nerveux, et 25% qui sont carrément pessimistes ou découragés.
Cette courbe-là, elle est intéressante. Vous avez à nouveau sur la droite la population générale. Je ne sais pas si on la voit bien. Oui, ça va. Et sur la gauche, la partie enquête, une API. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'il y a une distinction homme-femme. Alors on n'est pas là pour faire du militantisme féministe non plus, mais on voit que déjà dans la population générale, la courbe de bien-être pour les femmes, elle est en dessous de celle des hommes. Et qu'évidemment, on retrouve cette tendance donc chez les parents aidants. Donc c'est la même échelle des deux côtés. Voilà, je précise. Donc effectivement, la courbe est bien en dessous de la moyenne nationale pour les deux populations étudiées. Et surtout, elle est extrêmement basse sur les premières années de vie de l'enfant. En fait, les grosses difficultés et le gros mal-être, vraiment, on est dans le dur sur les premières années de vie de l'enfant. Donc ça, c'est ressorti assez clairement aussi de cette étude, parce que c'est là que tout se joue aussi et tout se met en place. Sur le sentiment d'exclusion de la société, on en parlait tout à l'heure. Souvent, c'est lié au sentiment en fait qu'on n'est pas reconnu en tant que parent aidant dans la société, qu'on se sent seul par rapport à ce qu'on vit, voire exclu de la société. Ce qui veut dire qu'effectivement, également, on a quasiment la moitié des parents aidants qui estiment que le regard qui est porté par la société est négatif. Donc effectivement, ça va contribuer à renforcer ce sentiment d'exclusion qui va aussi de pair avec un sentiment qui est de ne pas arriver à faire des choix dans sa vie, l'impression de se faire peut-être imposer les choses, ou en tout cas de ne pas arriver à choisir sa propre voie, de ne pas arriver à construire son parcours. Plus de la moitié des parents aidants aimeraient avoir plus de temps pour faire des choses pour eux. Et seulement 26% estiment qu'ils sont libres de choisir leur vie, contre quasiment les 3/4 des personnes interrogées dans la population générale. Donc ça veut dire vraiment le sentiment de subir sa vie, son parcours, et de ne pas pouvoir faire des choix pour le bien-être, son bien-être et celui de son enfant. Avec, comme on disait tout à l'heure, la question de l'accompagnement, l'inquiétude face à l'avenir. Oui, la priorité, c'est d'être sûr qu'en fait, l'enfant va être bien accompagné. Et ça, pour la quasi-totalité des parents, c'est la clé, en fait. On va être bien, on va être soulagé à partir du moment où on sait que l'enfant est bien accompagné. Mais du coup, c'est acquis pour quasiment personne aujourd'hui. Et puis, ils aimeraient avoir plus de solutions d'accompagnement pour disposer de plus de temps. Et ce qui ressort très clairement, et ça joue sur les chiffres qui suivent, c'est vraiment l'inquiétude pour l'avenir de l'enfant. Voilà, aujourd'hui, c'est compliqué, mais demain, quand je serai plus là, ou quand je serai peut-être trop âgée pour m'occuper de mon enfant, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai déjà du mal à trouver des solutions là aujourd'hui, alors que j'ai encore de la ressource pour le faire. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc ça, c'est source effectivement d'inquiétude, voire d'angoisse. Donc sur la question vraiment de la santé, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un échantillon plus large avec l'UNAPI, mais également sur des parents qui sont un petit peu plus âgés que dans notre enquête, globalement. Donc, qui ont des enfants aussi plus âgés. Et en fait, on verrait qu'on retrouve les mêmes tendances. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise sur ces chiffres par rapport à l'enquête que nous, on a menée. Est-ce que vous avez le temps d'aller régulièrement chez le médecin ? En fait, non. La plupart du temps... très peu de temps. Alors, on va plus facilement chez l'ophtalmo et chez le dentiste, par exemple, que chez le psychologue. Très clairement, il y a un vrai sujet sur le soutien psychologique. Il y a pas mal de freins. Et on s'aperçoit, alors que la charge mentale est importante et que ce qui ressort, ça va être l'impact sur le plan psychique, très peu de recours au soutien d'un psychologue. Et d'ailleurs, voilà, ce qui ressort en premier, c'est vraiment la question de la charge mentale. Pour 85% des parents, il y a une inquiétude, il y a un souci quotidien qui fait qu'effectivement, on va avoir des problèmes de sommeil, on va avoir du mal-être, voire de la dépression, une fatigue chronique qui va s'installer. Et puis un chiffre que nous a fourni l'UNAPI et dont on ne parle pas souvent, c'est aussi le fait qu'il y a certains parents qui ont un enfant avec un trouble du développement qui vont même craindre pour leur intégrité physique. Ça, on n'en parle pas, mais effectivement, ça peut être une charge mentale supplémentaire.
Je vous donne ici les coordonnées donc, d'Hélène Lemeur qui a piloté en fait le projet avec Madame Maudet, qui m'a transmis donc les slides si vous voulez prendre les références. L'étude est beaucoup plus complète. Là, j'ai extrait plus les parties qui nous concernaient aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter. Et elle est en lien, très bien, sur le site de l'UNAPI. Donc, voilà. Et je vais passer la parole à Anne sur l'enquête que nous avons menée, notre enquête maison. Et bonjour. Et comme l'a dit Laurélia, notre souhait, c'était vraiment de plus avoir des éléments précis sur les conséquences spécifiques sur la santé mentale et sur la santé physique des parents aidants. Et finalement, on voit dans les résultats de l'UNAPI qu'on a les sous-jacents des difficultés qu'on va préciser dans le cadre de l'enquête. C'est dans l'autre sens. Oui, mais on pourra vous... Oui, bien sûr, on pourra vous l'envoyer. Bien sûr. Donc, c'est une enquête qui a été menée donc, cet été auprès de 200 parents aidants d'un enfant malade ou en situation de handicap, donc sur le thème vraiment précis du rôle du parent, de l'impact du rôle du parent aidant sur la santé physique et mentale. Donc les principaux enseignements qu'on a, c'est d'abord évidemment, hein, on vérifie dans cette enquête que l'impact du rôle d'aidant sur la santé physique comme psychique est extrêmement important, avec une prépondérance des problèmes de sommeil. On va voir, hein, c'est les 3/4 des parents qui sont concernés, d'épuisement, d'anxiété, voire de dépression, mais également des troubles musculo-squelettiques, hein, puisqu'on a pas mal de parents qui ont des enfants sur lesquels ils doivent effectuer du portage. Et tout ça, ça souligne évidemment le poids de la charge mentale, hein, qu'on a vu et qui a été évoqué dans l'enquête précédente. Et tous les éléments de sentiment d'impuissance et d'exclusion, évidemment, c'est eux qui viennent nourrir ces troubles, ces troubles entre guillemets mentaux. Sur l'échantillon qui a été interrogé, les danses représentent pour plus de 40% d'entre eux plus de 6 heures par jour. Autant dire que c'est une deuxième journée, ce qui oblige certains d'entre eux à renoncer à une activité professionnelle ou à l'aménager. On comprend mieux que quand on doit rentrer et encore assurer 6 heures d'aide attentive à des enfants, c'est difficile de maintenir une activité professionnelle à temps plein, voire une activité professionnelle tout court. L'aidant peut renoncer à consulter des professionnels de santé par manque de temps. Près de 80% des aidants nous annoncent être obligés de renoncer à des soins. Ça veut dire que vous verrez que sur l'échantillon, les gens continuent à aller effectivement chez le dentiste, continuent à faire les soins vraiment spécifiques, mais on ne va pas chez le généraliste quand on va mal. En gros, on essaye d'y aller une fois par an. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, en général, c'est peut-être que notre enfant justement est en difficulté, donc il est très difficile de se rendre chez le médecin à ce moment-là. Donc les consultations des professionnels sont peu fréquentes. Et alors ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on voit qu'on a énormément de troubles mentaux, des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, mais que pour autant, il n'y a pas de consultation chez le psychologue. En tout cas, vraiment très très peu, et c'est probablement pas plus que la population générale, ce qui est vraiment surprenant. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, très certainement. Près de la moitié des parents aidants, l'échantillon ne sont pas accompagnés financièrement pour compenser la surcharge occasionnée par l'aidant. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont dédiées pour l'enfant, hein, des allocations, mais pour compenser la perte financière liée à la prise en charge de l'enfant et aussi au surcoût, parce qu'un enfant en situation de handicap, même s'il y a des prises en charge qui sont proposées, il y a beaucoup de surcoût en fait, parce qu'on le verra, hein, que presque 2/3 des personnes choisissent aussi d'être accompagnées en libéral, même s'ils ont un accompagnement qui est financé. Donc toute cette perte financière n'est pas compensée pour la moitié d'entre eux, ce qui est énorme. Et ce qui explique aussi la notion de précarisation qui est liée à l'accueil d'un enfant en situation de handicap dans sa famille. Et dans 20% des cas, l'employeur n'offre aucune aide. Et on a également la situation où, du fait qu'il n'y a aucune aide de l'employeur, donc en fait ce chiffre est encore plus important, les personnes renoncent à une activité professionnelle. Quand une offre est proposée d'aide, elle est souvent sous la forme d'aménagement du temps de travail et des jours de congés supplémentaires. Donc on est quand même sur une aide qui reste assez légère au regard des enjeux pour les parents aidants. Donc sur cette enquête, hein, juste pour vous détailler l'échantillon, 94% des répondants sont les mères, ce qui est logique puisqu'on verra plus tard que l'aidant principal, c'est souvent, et ça reste encore la maman.
Elles vivent en couple avec l'autre parent dans 71% des cas, et on a voulu détailler en fait, pour comparer par rapport à la moyenne, qu'est-ce qui se passe. Alors on est à 84,5% pour les enfants de 10 ans et moins, mais on tombe à 59% pour les enfants de plus de 10 ans. La moyenne nationale, elle est à 46%. Ça veut dire qu'on a un surdivorce qui est lié au fait d'être parent aidant. Donc souvent, dans le démarrage, les parents restent ensemble, mais l'aidant, c'est en particulier le fait que la maman renonce à son activité professionnelle et du coup est encore plus exclue du monde social, participe en général grandement aux dissensions dans les couples et au fait qu'il y a des divorces qui souvent, passées les premières années de vie, soldent les difficultés liées à l'aidance. 63% des répondants sont salariés, c'est inférieur à la moyenne nationale, et 25% sont au chômage ou sans emploi. Donc tout ça, ça montre clairement d'emblée le fait que avoir un enfant en situation de handicap, ça fait sortir et souvent les mamans de l'emploi. Et donc on a beaucoup moins de salariés. Il y a aussi un fait, c'est que souvent les mamans, pour reprendre une activité, reprennent en tant que travailleurs non salariés, parce que c'est beaucoup plus facile pour elles d'avoir ce statut pour pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie de maman. Dans 73% des cas, les parents ont la charge d'autres enfants ou des ascendants. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est pas parce qu'on est aidant de son enfant qu'on va pas être aussi aidant de son parent âgé. Et puis, on n'a pas un seul enfant, on en a plusieurs. Et donc, on cumule la charge familiale que toutes les mamans et les papas ont, une charge mentale, avec celle de l'aidance. Et donc, c'est énorme dans 73% des cas. Sur l'échantillon, on a 2 tiers des enfants qui sont nés avec une maladie ou un handicap, près de la moitié qui souffrent de troubles de neurodéveloppement et plus d'un tiers d'un handicap mental ou moteur. Alors pourquoi on a autant de troubles du neurodéveloppement? On en parle peu, parce qu'en réalité, quand on a un enfant avec une déficience mentale, que ce soit une trisomie 21 ou d'autres maladies génétiques, on a très très souvent des troubles et des traits autistiques à prendre en charge. Donc on est rarement, quand on a la déficience mentale, sur une pathologie unique. On est très souvent sur une pathologie où à la déficience mentale viennent se rajouter des troubles du comportement et des troubles autistiques. Dans 3 quarts des situations, on a un aidant principal, c'est-à-dire qu'il y a l'aidant et souvent l'aidante qui accompagne principalement l'enfant. On a dans 21% des cas sur notre échantillon une aidance identique du conjoint. Et donc c'est un phénomène qu'on observe plus sur la nouvelle génération, où on a plus souvent le partage des tâches dans les jeunes couples entre les pères et les mères. Mais c'est vrai que malgré tout, on reste quand même sur une aidance principalement assurée par la maman. Et sur notre échantillon, on a la chance, alors on a peut-être un petit biais de recueil, on a la chance d'avoir quand même des parents qui ont un accompagnement. Alors une inclusion en milieu ordinaire, mais ne nous leurrons pas, cette inclusion en milieu ordinaire, elle est principalement partielle, et donc les études montrent qu'en général, on a autour de 6 à 12 heures maximum d'inclusion en milieu ordinaire pour les enfants en situation de handicap. Donc dans 39% des cas, on a une inclusion partielle et on a un milieu protégé dans 35,5% des cas. Et en milieu protégé, le plus souvent, on est sur le champ du polyhandicap et de la déficience intellectuelle grave. Près de 80% des aidants aident tous les jours leur enfant et 60% d'entre eux plus de 4 heures par jour. Donc on voit que là, on parle de quelque chose qui est quand même extrêmement lourd. Et là, on parle de l'aidance de l'enfant, on ne parle pas des actes de la vie quotidienne qu'on fait quand on assume l'éducation d'un enfant. Et bien sûr, tout ça est accumulé avec le fait qu'à côté de ça, on a des frères, des sœurs, dont il faut aussi gérer les devoirs, l'heure du bain, les bobos, les questionnements métaphysiques quand ils sont adolescents. On l'a dit tout à l'heure, 48% des parents ne sont pas accompagnés financièrement et parmi les salariés, 19% ne sont pas du tout accompagnés par leur employeur. Et là, vous le voyez sur les aides de l'employeur. On a dans 26, donc dans un peu plus d'un quart des cas, un aménagement qui est un aménagement du temps ou des conditions de travail. Donc on a beaucoup de télétravail aujourd'hui, puisque c'est devenu quand même, c'est rentré dans les mœurs. Quelques aménagements du temps de travail et là, évidemment, ça dépend de votre activité professionnelle. Il y a des activités professionnelles où on peut être en télétravail, d'autres où ça n'est pas possible. Et donc, évidemment, l'activité professionnelle va conditionner la possibilité ou pas d'une aide. On a des congés, donc des journées aidants. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup des dispositifs de dons de RTT qui peuvent fonctionner dans les entreprises quand ils sont bien mis en place. Mais finalement, c'est sous l'égide de l'employeur, mais ce n'est pas l'employeur, ce sont les collègues qui offrent les jours. Et donc, on n'a que 5% d'aide financière.
Effectivement, comme le disait très justement Madame Sophie Cluzel, la difficulté du non-recours aux aides, c'est que quand on a une rémunération qui est supérieure au SMIC, et bien supérieure au SMIC, on ne peut pas prendre un congé proche aidant parce que ça représente une telle perte financière pour la famille. Les crédits sont toujours là, on a toujours le même mode de vie. Et donc, on ne peut pas d'un coup, du jour au lendemain, diminuer drastiquement sa rémunération. Si l'employeur ne complète pas, en fait, en réalité, à un moment donné, il est préférable d'aller au chômage que d'avoir une aide. Donc, finalement, on voit aussi les impacts derrière sur les chiffres du chômage, puisque souvent, les parents sont obligés de choisir plutôt que d'un congé proche aidant, de choisir une indemnisation chômage. Et souvent, qui se termine en RSA, vu la durée en général de l'arrêt. Et donc, ce qui concerne les aides financières donc, au titre de parents aidants, on voit que c'est principalement aujourd'hui la PCH qui permet un financement. Bon, pour information, la PCH, on arrive à quelques centaines d'euros par mois, hein, donc soyons raisonnables. On ne parle pas de montants extraordinaires, donc il y a des aides, mais elles restent extrêmement modestes au regard des enjeux. Si vous mettez en place, ne serait-ce qu'en ergothérapie ou en psychomotricité, un accompagnement, vous chiffrez vite à plusieurs centaines d'euros par mois. Ce qui veut dire qu'il y a une inégalité, évidemment, du coup fondamentale entre les personnes qui ont des ressources financières pour assurer cette prise en charge et ceux qui ne peuvent pas le faire. Et je vais passer la parole donc à Aurélia pour la suite. Voilà, donc l'idée, c'était d'arriver à rentrer aussi un petit peu dans le détail des impacts, en fait, sur le plan physique et psychique. On a demandé aux parents aidants, en fait, de mettre un score entre 0 et 10 de l'impact qu'ils ressentaient du rôle d'aidant sur leur santé physique et également sur leur santé psychique. Et on s'aperçoit qu'effectivement, l'impact est très important, que ça soit, quel que soit en fait le sujet considéré, avec quand même une petite prédominance au niveau de la santé psychique. Donc il y a une conscience en fait de cet impact sur le plan psychique. On a quand même les trois quarts des parents qui parlent de troubles du sommeil. On a également beaucoup d'épuisement chronique, de l'anxiété, alors des troubles de l'estime de soi, des difficultés à réguler ses émotions. Voire de la dépression, du burn-out pour les cas les plus sévères. Et les troubles musculo-squelettiques vont être présents dans 40% des cas. Donc là, effectivement, pourquoi ? Il existe effectivement des aides techniques, il y a des choses, mais on peut parfois habiter dans une maison qui n'est pas aménageable, avec une pièce qui est trop petite pour installer un lève-personne, avec parfois pas le temps de le faire, et on préfère prendre l'enfant à bras-le-corps pour faire le transfert. Voire aussi peu d'aide à domicile. Donc le parent supplée quand même énormément sur le plan physique toutes ces manutentions. Et donc ça a un impact sur le long terme parce qu'encore une fois, on parle d'un marathon, c'est-à-dire vraiment d'une course de fond, et c'est des choses qui vont se jouer sur la durée avec un enfant qui grandit aussi. Donc quand il est petit, on peut arriver encore assez facilement à le manipuler. Ça devient plus compliqué au fur et à mesure où il grandit. Donc cette conscience, voilà, les parents sont lucides aussi sur cet impact. Ils n'ont pas minimisé l'impact, ils ont été très, je pense, honnêtes dans les réponses. Et pour autant, on s'aperçoit qu'il y a quand même un quart des parents aidants qui ne vont jamais, mais vraiment jamais, chez le médecin généraliste. 80% renoncent parfois ou souvent à se soigner, faute de temps. Ce qui veut dire qu'effectivement, on peut passer assez facilement sous les radars et avoir aussi des pathologies qui s'aggravent et finalement consulter quand il est déjà trop tard. Plus de la moitié des parents ne consultent jamais un professionnel de l'accompagnement psychologique. Et on s'aperçoit que c'est peut-être plus facile d'aborder les choses par le physique, puisqu'en fait, finalement, il y a plus de parents qui vont aller voir l'ostéopathe plusieurs fois par an. D'ailleurs, plus souvent que le kiné. Ça nous a surpris aussi comme chiffre. Une des raisons, c'est que si on ne va pas chez le généraliste, on n'a pas de prescription pour le kiné, alors que l'ostéopathe, on peut y aller un petit peu plus volontairement. Donc voilà, peut-être qu'arriver à se soigner par le biais du corporel, c'est plus simple. En attendant, on verra, et d'ailleurs au cours de la première table ronde, que le fait de négliger
santé, ça a un impact parfois sur des choix après un petit peu drastiques, parce que quand on doit faire le choix entre prendre soin de son enfant et prendre soin de soi, souvent on arbitrera en faveur de l'enfant. Donc voilà, donc on va détailler un petit peu tout ça au cours des tables rondes de la matinée. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est un sujet, que c'est important de le poser et c'est important qu'on en discute tous ensemble. Et donc, on va démarrer la première table ronde. Je vois que le docteur Vincent Valenduc nous a rejoint in extremis. Il était coincé dans les bouchons. Mais bien, sens du timing, on est parfait. Et donc, je vais appeler pour cette première table ronde donc le docteur Vincent Valenduc, monsieur Pierre Denis et madame Dominique Hervouet. C'est sympa la musique, mais peut-être. Oui, donc en fait, effectivement, juste pour vous présenter plus en détail, donc avec nous, nous avons aujourd'hui donc Dominique Hervouet, qui est une maman qui est très active sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Maman aidante donc de Marine, qui a 23 ans, qui est en situation de polyhandicap et maintenue à domicile, avec un programme chargé et passionnant. Et donc Dominique, que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux, va nous partager son expérience donc, d'un épisode qu'elle a vécu qui est lié justement au problème de santé des parents aidants. Donc elle partagera ça avec nous tout à l'heure. Nous accueillons aussi le docteur Vincent Valenduc, donc, qui nous rejoint en droite ligne de TF1 de la matinale et qu'on remercie d'avoir réussi à tenir le timing. Et donc le docteur Vincent Valenduc, donc, il est connu pour ses interventions en tant que consultant à la télévision, mais aussi pour un ouvrage qui fait référence maintenant pour donc expliquer la situation des aidants et qui s'appelle « Devenir le parent de ses parents ». Voilà, donc c'est cet ouvrage donc, qui lui a permis de faire beaucoup mieux connaître la situation de proches aidants. Et donc il est aussi médecin et donc il va nous donner son éclairage de médecin sur la notion de repérage et d'accompagnement donc, des parents aidants. Et enfin on accueille donc Pierre Denis de la Mutuelle Générale. Pierre Denis qui se définissait, je crois, en aidant dans tous ses états aussi. On en avait discuté. Pierre Denis qui a connu la situation d'aidant et qui travaille donc, est responsable du pôle engagement sociétal de la Mutuelle Générale et qui va nous parler à la fois donc, de la notion de repérage des salariés aidants, mais aussi de la question des solutions d'accompagnement qu'on peut mettre en place pour les parents aidants. Donc on va commencer. Donc, comme on le fait toujours sur les tables rondes, on aime bien donner la parole à des aidants parce que ça, voilà, l'expérience, c'est quand même ce qui est déterminant et ce qui permet de mieux comprendre les problématiques. Et donc, Dominique, à vous pour nous expliquer, donner votre témoignage sur la question de la santé des aidants. Vaste sujet. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Babycep de m'avoir invité à prendre ce temps de parole pour témoigner de la situation. Alors, je vous présente toutes mes excuses. Il paraît qu'il y a 2 ministères à pourvoir en ce moment. D'un côté, les anciens combattants, de l'autre, les personnes âgées. Alors, j'ai oublié mon écharpe de ministère de l'invisibilité, mais on peut aussi faire un pot commun entre les deux. Parce qu'en fait, quand on est parent d'enfants en situation de handicap, notamment à besoins complexes, donc dits lourds, on est des combattants H24, 365 jours par an et tout le long de la vie de notre enfant. Donc, on pourrait défiler au 14 juillet sans problème. Alors je me suis bien retrouvée dans les statistiques. Voilà, je fais partie des 20% de mamans d'enfants en situation de handicap qui ont gardé une activité professionnelle avec un métier de communicant donc très prenant et avec une diminution progressive du temps de travail et des évolutions dans la vie professionnelle pour s'adapter effectivement à la situation du handicap de ma fille qui va fêter ses 25 ans en fait, l'année prochaine. Voilà.
je fais partie aussi des 70% de foyers monoparentaux portés par les mamans. Donc, quand on est maman solo de 3 enfants, effectivement, avec une enfant qui est très solaire, mais que j'appelle mon soleil cannibale parce qu'elle me cannibalise quand même tout le temps, effectivement, ça demande soit de subir, soit de réagir. Et moi, mon tempérament, c'est plutôt de réagir. Ça veut dire de mener des combats multiples et variés, que ce soit face aux médecins, aux dits sachants qui pensent savoir mieux que nous, parents, ce qui convient le mieux pour notre enfant. Des combats multiples et variés par rapport au système administratif, à la fameuse grille PCH notamment, qui est totalement incohérente et qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, sans changement aucun. Et je vous le rappelle, c'est une grille qui, quand même, a été pondue par quelqu'un, je ne sais pas qui définit le nombre de secondes qu'on est censé prendre pour laver, doucher, habiller nos enfants, hein, bien évidemment. Et ça, quel que soit l'âge de l'enfant et quelle que soit sa situation de handicap. Voilà. Donc effectivement, on a une charge mentale qui intervient très rapidement, pratiquement dès qu'on nous dit que l'enfant a un problème. On n'est pas encore avec le diagnostic, mais on nous dit qu'il a un problème. Et tout de suite, en tout cas moi c'est mon cas, je me suis dit, ok, on me donne 3 options pour ma fille. Je ne sais pas quelle va être l'option finale, mais dans les 3 options, c'est pas terrible. Et la première question, c'est mais est-ce que la vie de mon enfant est en danger ? Donc voilà, donc dès la première seconde où le médecin vous dit il y a un souci, tout de suite vous vous dites, vous vous mettez en stress. L'autre stress que l'on a, c'est évidemment, bah oui, pour avoir un diagnostic, il faut avoir une IRM, un rendez-vous chez un spécialiste, etc. Et là, on vous annonce qu'il va falloir attendre le rendez-vous 6 mois. Non, attendez, excusez-moi, je crois qu'on n'a pas la même notion d'urgence. Certes, c'est peut-être pas une urgence vitale, quoique, mais moi, en tant que parent, j'ai besoin d'une manière urgente de savoir, une fois encore, si mon enfant est susceptible de mourir demain. Et qu'est-ce que je dois mettre en place là, maintenant, tout de suite, pour pallier à sa situation de handicap. Donc en fait, d'emblée, dès la première seconde, je dirais qu'on rentre dans une lessiveuse et on n'en sort jamais. Et on est dans cette lessiveuse et en fait, en tout cas moi c'est mon cas, mais je crois que c'est le cas de la plupart des parents, on est dans une logique d'effacement de soi. Parce qu'à partir du moment où il faut se retrousser les manches, être un guerrier, un combattant, c'est-à-dire qu'on est sur le ring et en même temps c'est un champ de bataille, un champ de guerre, que l'on doit, parce qu'on est maman solo avec 3 enfants et en plus avec une activité professionnelle prenante, on doit assumer tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, et on s'interdit même le droit, de penser à soi. Parce que si on commençait à penser à soi, eh bien, on resterait couché sous la couette et on s'enfoncerait dans un trou. Si on commence à penser à soi, on part dans la dépression, hein, clairement. Et on arrête en fait de remplir notre rôle d'engagement vis-à-vis de nos enfants. Pas uniquement celui qui est en situation de handicap, mais évidemment, en l'occurrence, pour ma fille, j'ai 2 garçons, donc ce sont ses frères. Et puis on a une sorte d'engagement aussi par rapport à sa vie professionnelle. Donc moi, personnellement, je suis dans l'effacement autant à titre professionnel que personnel. Et à titre professionnel, parce que malheureusement, la situation de handicap de mon enfant fait que je suis dans l'obligation d'assister à des rendez-vous médicaux que l'on m'impose, que je suis obligée de me plier, à m'adapter aux règles de fonctionnement des établissements spécialisés qui sont totalement en déphasage avec le fait de pouvoir travailler. Je suis obligée de m'excuser en permanence auprès de mon employeur du fait que je ne vais pas pouvoir assister à telle réunion, de m'excuser de ne pas pouvoir être là finalement à 100%. Et donc je surcompense. J'ai passé mon temps à surcompenser. Et en plus de cela, mon employeur m'en a fait le reproche. C'est-à-dire qu'on fait des heures supplémentaires, on ne compte pas son temps, on travaille le samedi, le dimanche, parce qu'il y a des dossiers quand même à faire. Et qu'on s'en fiche pas mal de ce qu'on doit gérer au quotidien pour nos enfants. L'objectif pour une entreprise, c'est que le travail soit fait.
c'est que le dossier qui doit être rendu ou l'événement qui doit être organisé, eh ben, évidemment, il ne va pas nous attendre. Il faut qu'il soit fait à date fixée, pas par nous. Hein. Et donc, on est dans cette logique-là de je ne regarde pas ma fatigue, effectivement, je ne vais pas voir le médecin, et si j'ai un rendez-vous chez le médecin, de toute façon, c'est pour mon enfant. Et si le médecin me dit, à part ça, est-ce qu'il y a autre chose, même si effectivement ça ne va pas pour soi, on se dit, bah non, le rendez-vous, il était pour mon enfant, pas pour moi. Donc on s'interdit ça. Et l'effacement, il va très loin. Il va effectivement jusqu'à ne pas faire les contrôles de mammographie, hein, si on évoque ma situation particulière, quand même, qui est un autre électrochoc. On se dit, bah, je verrai ça à un autre moment. Puis, sauf qu'un jour, le Covid, vous avez une violente douleur qui arrive au niveau du sein. Et là, je me suis dit, tiens, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une mammographie. Ah oui, ça fait 8 ans quand même, ma fille, là. C'est pas normal, cette douleur-là, qui dure aussi longtemps. Et puis, bah, j'ai attendu la fin de confinement. J'ai pris le rendez-vous. Et puis là, bah voilà, mammographie. Vous avez la personne qui fait la mammographie qui commence à s'affoler comme une mouche dans un bocal. Vous entendez votre nom qui circule. Et puis, ben, moi, j'ai pas eu la tête dure. Hein. J'ai vu le cliché, j'ai vu la tâche. J'ai dit, OK, c'est foutu. Mais d'une façon très posée, parce que je suis pas quelqu'un qui panique, en fait. Parce que de toute façon, voilà, qu'est-ce que vous vouliez faire, hein? Alors, j'avais pas besoin qu'on me fasse la biopsie pour avoir le résultat. Donc, j'ai mis très à l'aise le gars de la biopsie qui était très stressé de me donner le résultat. J'ai dit non, et vous savez, vous inquiétez pas. Hein. On rassure toujours les gens. Ne vous inquiétez pas. Non, mais vraiment, je lui ai dit ça. Hein. Je dis non, mais vous inquiétez pas. Je sais très bien que j'ai un cancer du sein. Je dis maintenant, c'est quoi la suite en fait? Voilà. Et puis quand j'ai eu le rendez-vous avec le chirurgien, enfin la chirurgienne, qui a commencé à m'expliquer, voilà, vous avez un cancer carcinome in situ, on va pouvoir faire de la radiothérapie, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, rebiopsie, etc. Je l'ai laissé faire son déroulé. Et là, une fois encore, mais d'une façon très calme, je lui ai dit, non, on ne va pas faire ça. Parce que vous voyez, ce que vous m'expliquez est beaucoup trop compliqué par rapport à mon organisation de vie, par rapport à ma fille. Donc non, on va faire carrément une ablation. Puis s'il faut faire l'ablation du second sein, histoire de ne pas faire de jaloux, ça ne me pose pas de problème. Donc j'ai opté pour quoi? Pour une ablation, soyons radicales, et sur la solution la plus, entre guillemets, simple, non pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon enfant. Alors j'étais quand même assez loin d'imaginer que malgré le fait que je simplifiais quand même mon protocole de soins, j'étais loin d'imaginer quand même, comme quoi on tombe de sa chaise quand même à chaque fois, que derrière, il n'y avait pas aucune prise en compte du fait qu'un parent aidant, ayant l'interdiction médicale absolue de ne pas transférer son enfant, de ne pas le porter pendant sa convalescence, j'étais censée faire 3 mois de convalescence quand même, hein, et bien malgré ça, la MDPH vous dit, bah, écoutez, on est bien désolé Madame Herouet, hein, mais on ne va pas pouvoir répondre favorablement à votre demande de temps d'aide humaine supplémentaire. Parce que vous comprenez, vous êtes déjà au palier maximum. D'accord, très bien, mais pas de souci. Hein. Bon, je me fais opérer juste dans 1 mois, hein, donc il faut que je mobilise. Déjà, il faut que je trouve des services d'aide à domicile, pas qu'un seul, à l'époque j'en avais qu'un seul, qui se mobilisent pour essayer d'intervenir sur les temps où moi d'habitude je prends en charge ma fille. Comme on l'a dit là, on est 4 heures. Alors moi je suis beaucoup plus, hein, puisque ma fille, il faut en plus la changer de position pendant la nuit. 2 fois, 3 fois, voire jusqu'à 5 fois. Ou lui donner à boire la nuit. Il faut la porter en permanence, etc. Hein, et ça, du lundi au dimanche, non-stop. Donc il faut déjà trouver des services à domicile susceptibles d'intervenir sur des temps que moi j'assume. Toute la partie nursing, lever, coucher, mis sur le pot dans la journée, le samedi, le week-end, la nuit. Alors déjà, voilà. Donc j'en ai mobilisé à l'époque 4. C'est moi qui cherche et qui... Voilà, ah, d'accord. Et puis ensuite, il faut donc monter au créneau près de la MDPH pour avoir le financement de tout ce petit monde.
Et là, d'abord, les services à domicile vous disent, non, on est bien désolé, mais on n'a pas le personnel suffisant, donc on ne pourra pas répondre à toutes vos demandes de créneaux horaires. Pas de souci, la magie Facebook, toc toc, hello la compagnie, est-ce que vous savez s'il y avait des professionnels en emploi direct qui seraient OK pour intervenir ? Emploi direct, ça veut dire un financement, un reste à charge financier important. Comme la DPH ne veut pas prendre en charge, ça veut dire que c'est moi qui vais devoir prendre en charge. Je toque à la porte du conseil départemental, je propose la création d'un fonds d'aide d'urgence. Évidemment, le département me dit « Oh, c'est pas nous, allez voir l'État. » Oh, là, je me fais opérer dans 3 semaines, ça va être un peu juste pour faire changer la loi. Hein. Et donc, je prends ma calculette. Hein. Et je dis « Ok, d'accord, combien tout ça, ça va coûter ? Ça va me coûter. » Si j'étais restée en convalescence 3 mois, c'était un budget entre 10 et 12 000 euros. Waouh! Alors là, je fais quoi? Franchement, je me suis vraiment posé la question, est-ce que au final, je renonce à me faire opérer et je laisse le cancer faire son œuvre? Parce que là, franchement, il y en a marre. Et puis, il y a une personne, parce que j'ai fait une publication qui a été partagée 15 600 fois quand même sur la situation, qui a pris l'initiative d'ouvrir une cagnotte, qui m'a envoyé un message. Je sais que vous n'allez pas être contente, Madame Hervouette, mais là, franchement, pour vous aider, j'ouvre une cagnotte. J'ai été effectivement fâchée, mais en même temps, je les remercie quand même, car cette cagnotte a permis de réunir un peu plus de 7 000 euros, ce qui m'a permis de financer les restes à charge pendant l'équivalent d'un mois, 1 mois et demi, en fait. Et donc, cette convalescence qui aurait dû durer 3 mois, où j'étais censée me reposer après l'opération, c'est une anesthésie générale quand même, c'est plus de 3 heures d'opération, je l'ai écourtée. Hein. Je n'ai fait que 1 mois et demi de convalescence. J'ai payé évidemment le prix fort du fait que je ne me suis pas réellement reposée. Parce qu'en fait, je ne me suis pas du tout reposée, parce qu'il faut gérer, organiser les équipes qui sont mises en place. Il faut aussi gérer le fait qu'il y ait certains intervenants qui étaient positionnés et qui ont estimé qu'ils pouvaient ne pas se présenter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un dimanche? L'intervenant qui était censé venir, parce qu'il n'avait pas eu sa fiche de poste d'intervention par la planification, a décrété qu'il ne viendrait pas. Alors, pas de bol, ce jour-là, ma fille avait très mal, parce que le problème de transit, hein, c'est la problématique des handicaps neuromoteurs. Et, comment dire, je ne pouvais pas lui dire à ma cocotte, je suis désolée, hein, là, tu souffles le martyre, il faut te mettre sur le pot, mais j'ai l'interdiction de te porter, ça ne va pas pouvoir le faire, évidemment. Je dis, ok, là, la personne n'est pas là. Il faut impérativement que je te mette sur le pot, c'est-à-dire que je te porte, que je te transfère du canapé où tu es sur le pot et que je fasse ensuite l'inverse. Un mouvement qui m'était interdit. J'ai serré les dents et je me suis dit, ok, je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, de toute manière, il faut que je le fasse pour toi, mon enfant. Une fois encore. Hein. Et je l'ai fait. Ça m'a permis de voir qu'au bout de 3 semaines, finalement, je n'avais pas de douleur, dites donc. Et donc, je me suis dit, puisque je l'ai fait, et puisque je n'ai pas eu de douleur, puisque je n'ai pas douillé la mort, et que je ne me suis pas écroulée par terre, parfait, nous allons donc arrêter les interventions en aide humaine. Au bout d'un mois, c'est bon. Hein. Donc, on est dans cet effacement permanent. Je suis aussi dans la case du manque de sommeil. Ça fait 24 ans que je ne connais pas ce que veut dire une nuit complète. Ça fait 24 ans que je me réveille à minimum 2 fois, voire 3 fois par nuit. Et le problème, c'est que l'organisme, il s'habitue à cette espèce de particularité, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si ma fille ne se réveille qu'une fois, moi, je continue de me réveiller toutes les 2 ou 3 heures. Et j'en suis même, et là c'est assez récent, parce que je prends de l'âge, je vais fêter mes 60 ans l'année prochaine. Donc avec l'âge aussi, on a des capacités de ressources qui sont amoindries. Et donc je ne vous cache pas que là, je paye cher, en fait, toute cette usure.
J'en suis là depuis quelques mois, en fait, à même être dans l'appréhension de l'arrivée de la nuit. J'en suis même à être dans un état de souffrance par rapport au sommeil. Je manque tellement de sommeil et je manque tellement de récupération que je me dis, mais là, encore ok, cette nuit, je vais encore tourner pendant 3 heures. Ma fille va me réveiller, je vais encore mettre peut-être 2 heures à pouvoir éventuellement reprendre le cours de la nuit. Voilà. Et effectivement, je ne vais pas voir un psychologue. Je ne vais pas voir... Pourquoi ? Parce que nous sommes des guerriers. Nous sommes des combattants au long cours. Moi, sincèrement, les psychologues, mais j'ai presque envie de les envoyer bouler à chaque fois. Parce que on se dit, mais je suis suffisamment solide encore pour savoir ce que je fais, et j'ai pas envie que quelqu'un me dise, ma pauvre petite dame. Mais non, je suis pas ma pauvre petite dame. Il y a tellement de gens déjà qui viennent spontanément à la caisse me dire, ah là là. Et donc je dis, non, non, mais je vous assure, hein, tout va bien. Hein. Alors effectivement, les médecines douces, parce que on est aussi, je pense, pas du tout pro-médicaments. Et puis notre enfant est tellement déjà entouré par une sphère médicale qu'on n'a pas forcément non plus, nous, envie de replonger dans ce schéma-là. Voilà. Et puis, quelque part, s'autoriser à aller voir le médecin, c'est à nouveau s'autoriser à penser qu'on va pas bien et qu'on ne sera pas en capacité d'assumer notre enfant. Donc, c'est avouer notre source de faiblesse. Maintenant, c'est vrai que la question qui se pose, c'est aussi donc cette usure physique. Effectivement, hein, j'ai eu quand même 2 tendinites aux épaules. Je ne suis pas allée voir ni un kiné ni un ostéopathe. C'est les problématiques de genoux, de coudes, parce que quand on transfère, quand on repositionne, etc., ça sollicite énormément. Et puis au-delà de ça, c'est qui va s'occuper de mon enfant si je viens à retomber malade, puisque j'ai pu constater l'absence aussi de réaction des proches de ma famille. Personne ne s'est inquiété de savoir ce qu'allait devenir ma fille pendant ma semaine d'hospitalisation, et encore moins pendant ma convalescence. C'est une leçon de vie à chaque fois. Moi, je dis, ma fille m'apprend à être humble, elle me donne une leçon de courage, de détermination, de pugnacité, et mon rôle est juste d'être un tout petit peu à sa hauteur. Voilà. Et le constat de dire, si je tombe à nouveau malade, je sais d'emblée qu'il n'y aura personne pour s'occuper d'elle, et que, en fait, la MDPH ou le département, la seule solution qu'il me propose, c'est de mettre ma fille n'importe où, là où il y a une place, voilà, comme si c'était juste une boîte de petits pois, et peu importe si cet établissement lui correspond. Ma fille, pendant ma semaine d'hospitalisation, a été placée dans un établissement qui a bien voulu d'elle pendant 1 semaine, mais heureusement que ce n'était pas plus. Je l'ai récupérée dans un état d'épuisement prononcé. Merci. Donc il y a tout ça qui se joue. On va donner la parole au docteur Malenduc justement pour vous répondre sur ces aspects-là et donner son témoignage. C'est difficile d'arriver après vous, Dominique, là. Ah écoutez, je suis communicante. Ah oui, oui. Que voulez-vous ? Mais j'ai beaucoup d'humour. Ah, mais je prends. Il en faut. Hein. Écoutez, moi, aujourd'hui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, moi, je sais qu'aujourd'hui, on parle des parents aidants envers des enfants. Moi, j'ai été aidant envers mes parents. Alors, même si on a chacun des problématiques spécifiques, ça, je l'entends, on a quand même des points communs, avec des difficultés communes. Et effectivement, moi, si j'ai voulu témoigner à travers ce livre, c'est parce que j'avais envie de mettre en lumière les aidants. J'avais envie qu'on s'intéresse un peu à leur vie, à leur santé, à leurs problématiques, pour essayer de faire avancer les choses. J'ai pu échanger, maintenant je ne sais pas comment vont évoluer les choses. Hein. Vous savez comme c'est, l'administration, c'est parfois un petit peu long. Avec mon regard de médecin, il m'arrive de recevoir au cabinet des patients qui sont parents aidants, comme vous. Il m'arrive de recevoir d'autres parents et d'autres aidants, dans d'autres conditions, de fils, et vers leur maman, vers leur père, leur grand-père. Mais il y a un point commun sur la santé, c'est effectivement, souvent les aidants ont des problèmes de sommeil. Vous l'évoquiez, Dominique, et moi-même j'ai eu des problèmes de sommeil, mon papa a eu des problèmes de sommeil,
parce qu'on est ce qu'on appelle en hyper-vigilance, tout le temps en train d'anticiper le réveil qui va arriver, qu'on a peur d'oublier. On anticipe aussi la journée du lendemain, on anticipe les rendez-vous. Donc cette hyper-vigilance, c'est très fatigant pour le moral. Mentalement, les aidants sont épuisés, fatigués, ça c'est une évidence. Vous parliez aussi des douleurs au niveau des épaules, du genou, parce que mon père, moi aussi également, régulièrement, je remontais ma mère qui était dans son fauteuil et qui glissait. Et ça, je le vois aussi très régulièrement en consultation des parents qui, envers leurs enfants, sont continuellement en train de repositionner l'enfant dans la chaise. Et ça fait mal. Et ça fait mal aux épaules. Et moi aussi, j'ai cette tendinite de l'épaule. Ça fait 2 ans, je ne l'ai toujours pas soignée. Elle est toujours là. J'ai perdu mes parents. Ça me rassure, c'est un médecin qui le dit. Je sais bien. Mais cette épaule est toujours douloureuse. Et c'est étonnant, mais du coup, ça me permet encore d'y penser. C'est un peu fou de penser comme ça, mais c'est la réalité. L'alimentation, souvent les aidants mettent leur alimentation de côté. Je vois des parents qui me disent ma fille, elle a du mal à manger, elle ne peut pas couper sa viande. Au début, je donnais à manger à la fourchette, puis aujourd'hui, on est arrivé à la petite cuillère, donc je mets 1 heure et demie, parce que le plat refroidit, donc il faut le remettre au micro-ondes, et voilà. Et à la fin du repas, au bout d'1h30, l'aidant lui-même ne mange plus, ou alors moins. Il se fait un petit sandwich parce qu'il est déjà 21h et que finalement c'est compliqué. Donc ça aussi, il y a souvent de la dénutrition chez les aidants. C'est des problèmes qu'on peut rencontrer fréquemment. Donc c'est un des axes sur lequel il faut, à mon avis, aussi angler. Et puis le moral, je vous parlais du côté psychologique, qui pour moi c'est difficile. Je pense que quand on est aidant, c'est compliqué. Alors j'ai envie de vous disputer, Dominique, alors partez 5 minutes. Je sais que lorsqu'on est aidant, et alors là c'est l'aidant qui parle, vous avez utilisé le mot guerrier, mais pour moi on peut être un guerrier en bonne santé. C'est-à-dire que souvent l'aidant, parce qu'on sait que aider c'est avant tout aimer, et que pour pouvoir aider, il faut être en mesure de le faire, il faut être en mesure de prendre soin de sa santé. Donc ça c'est un des axes importants. Et pour moi l'une des difficultés, il y en a 2. La première, quand on est aidant, c'est de repérer les aidants, c'est de savoir qu'on est aidant. Parce que la plupart des aidants l'apprennent sur le tard. Moi, je l'ai appris, j'ai allumé la télévision, j'ai entendu une journaliste utiliser le mot aidant, je ne l'avais jamais entendu. Et je me suis dit que mon sacerdoce avait un nom, j'étais aidant. Et comprendre qu'on est aidant, c'est comprendre qu'on a une sensibilité, une fragilité de santé, comme on vient de l'évoquer. Mais c'est aussi le deuxième point auquel il faut arriver aujourd'hui, c'est comprendre qu'on a accès à des aides humaines, financières, matérielles. Et ça, c'est la première étape. Savoir qu'on est aidant et ensuite accepter d'être aidé. C'est l'une des premières difficultés. Mon papa a absolument refusé toutes les aides pendant des années avec mon frère, parce qu'on était 3 aidants, mon frère, mon père et moi, autour de ma maman, qui elle a eu une maladie d'Alzheimer précoce qui a commencé à l'âge de 50 ans. Et mon père lui disait, mais papa, faut qu'on t'aide parce que ça va te faire du bien. Et mon père, voilà, un guerrier, un peu le même caractère que vous, Dominique, j'ai l'impression, il ne voulait rien entendre. La seule chose qui m'a permis de faire accepter à mon père de l'aide, c'est quand je lui dis, mais en fait, ça va être bénéfique pour maman. L'aidant, souvent, effectivement, c'est ce guerrier. Il culpabilise de montrer un sentiment de faiblesse, comme vous l'avez évoqué. Mais l'une des clés pour qu'un aidant accepte d'être aidé, c'est mettant en avant le bénéfice pour l'aider. C'est vraiment une étape importante. Certains me diront, oui, mais comment on fait quand l'aidé ne veut pas d'aide? Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, je suis d'accord avec vous. Sur le point de vue psychologique, là, je ne vous rejoins pas du tout, Dominique. Je suis effectivement aidant. Enfin, j'ai été aidant, je ne le suis plus. Je suis médecin. Et pendant des années, moi, quand j'ai été aidant, au début, j'étais comme vous. C'est-à-dire que ma phrase, quand on me disait comment ça va, j'arrêtais pas de dire je gère, alors que je ne gérais pas du tout. Je pense que j'avais atteint un tel niveau d'abnégation et d'épuisement que je n'y voyais plus très clair. Et puis un jour, j'ai poussé la porte d'une psychologue, Églantine, incroyable. Je trouve qu'elle m'a vraiment sauvé la vie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas changé la situation. Effectivement, au début, on se dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai pour lui raconter? Pas de baguette magique. Mais en réalité, lorsqu'on est aidant, on a tendance totalement à s'oublier. Ça, vous l'exprimez très bien, on s'oublie. Et je trouve qu'elle est confrontée pendant 1 heure sa propre vie et rapporter sa vie, et raconter sa vie à quelqu'un qui vous écoute, qui peut parfois vous apporter des solutions, parce qu'elles le font, croyez-moi, qu'elles font un travail de dingue. Et pour moi, c'est essentiel d'aller pousser la porte d'un psychologue, d'avoir un soutien. Alors, après, c'est un budget, c'est vrai. Moi, je pense que j'ai payé l'aile gauche de la maison de ma psychologue, parce que j'allais la voir régulièrement.
Mais non, c'est vrai, c'est une réalité. Oui, non, mais en fait, alors, bon, parce que je pourrais, enfin, j'écris un roman, hein, donc vous serez destinataire du roman après. Effectivement, je n'ai jamais toqué à la porte d'un psychologue. Pour autant, oui, il y a nécessité d'évacuer un peu tout ce que l'on a en soi, et au bout d'un moment, la charge est tellement importante que c'est nécessaire. Et en fait, je pense, moi, que je l'ai trouvé, finalement, depuis, pareil, hein, le confinement, en partageant mon vécu et celui de ma fille sur ma fameuse page Facebook, où je suis dans ce partage-là, et où je peux témoigner de tout un ensemble de choses et alerter les parents. Et je pense que j'ai trouvé, entre guillemets, ma psychologue personnelle, mon divan personnel, grâce à ça. Aujourd'hui, il y a une espèce de communauté assez incroyable autour de ça. Et donc, j'ai trouvé cet échappatoire-là. Et puis, l'autre moyen que j'ai pu trouver, c'est effectivement de commencer à rédiger et à mettre sur papier ce parcours particulier. Et quand je vois qu'on pensait avoir soldé tout un ensemble de choses et pas du tout, et que les larmes montent quand on commence à écrire un certain nombre de choses, on se dit ok, j'ai pas encore soldé certains dossiers. Non, mais ouais. Alors je vous rejoins, je pense que exprimer, je trouve ça génial. Moi, je le faisais pas au début à mes amis et je le disais non, tout va bien, mais c'était une faute et j'ai appris à le faire parce qu'en plus, je leur en voulais de ne pas s'intéresser et de ne pas m'aider. Donc, je trouve ça super que vous le fassiez et que vous arriviez à vous exprimer. Néanmoins, vous parlez à des gens qui sont sans doute dans les mêmes cas, donc c'est très bien parce qu'ils peuvent quand même bien comprendre la situation. Cependant, je pense que pousser la porte d'un psychologue, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être complémentaire. Moi, j'ai pu comprendre de nombreuses choses sur le mécanisme que je mettais en place, pourquoi je réfléchissais de cette façon, pourquoi je me coupais autant du monde. Et vraiment, j'ai fait... Alors moi, je l'ai vu 6-7 ans. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de notions sur le deuil blanc, parce que voilà, ça touche surtout les maladies neuroévolutives des personnes plus âgées, mais ça permet de comprendre des choses. Et je trouve que c'est une personne qui prend soin de vous, en fait. Parce que tout à l'heure, vous parliez aussi, prendre soin de soi, c'est tomber dans le trou. Je pense pas. Je pense que prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour essayer aller voir un psychologue. C'est éventuellement faire une activité plaisir. Tomber dans le trou, c'est se laisser aller. Pour moi, c'est pas la même chose. Se laisser aller, c'est tomber dans le trou et c'est dire ok, je me mets sous la couette. Prendre soin de soi, c'est quelqu'un qui prend soin de vous. C'est de temps en temps accepter d'aller faire une chose extérieure. Moi, on me dit mais va courir, ça me rendait ouf, comme si j'avais assez de temps dans ma journée, alors que prends du temps pour toi, va au cinéma. Non, mais je suis debout depuis 5h du mat, je ne vais pas dormir. Si j'ai de la chance, la journée va s'arrêter un jour. Ça me rendait dingue. Et souvent, ce qui rend dingue, c'est oui, prends soin de toi. Moi, cette phrase, je ne pouvais plus l'entendre. La seule chose qui me faisait du bien, parfois, c'était le silence, d'être avec des amis, mais qui étaient juste là. Et quand j'arrivais chez moi, parfois le soir, quand je rentrais à Paris, d'avoir un pot de pesto que la voisine avait déposé sur la porte, me faisait le plus grand bien. Donc c'est toute la difficulté. Et parfois même, je culpabilisais de ne pas arriver à trouver l'activité qui me faisait du bien. J'ai essayé d'aller courir, mais je transpirais et ça me rendait dingue. Donc j'ai arrêté, j'ai découvert le chant. Je me suis mis, parce que je chantais tous les jours sous la douche, je trouvais ça génial, ça me faisait un bien fou. Et je me suis dit, bon, de temps en temps, une fois toutes les 3 semaines, fais-toi un petit cours de chant avec une personne pendant 1 heure qui vient chez toi. Parce que je réfléchissais aux paroles, à ma concentration, à ma respiration, ça me faisait un bien fou. Tout ça pour vous dire que pour moi, prendre soin de soi, c'est de temps en temps s'accorder une bouffée d'oxygène, et c'est éventuellement pousser la porte d'un psychologue, et surtout, aller voir son médecin. Parce que là, on a pu voir les chiffres de ce matin. Je sais que c'est compliqué, alors vous allez me dire que c'est dur d'avoir un médecin généraliste, et ne m'appelez pas tous les jours, Dominique. Mais ça risque pas. Non, mais je progresse énormément. Hein. Je vous rejoins sur. En fait, le truc, c'est qu'on passe son temps à culpabiliser et se dire, je vais pas demander à une tierce personne de venir s'occuper de mon enfant sous le prétexte que je veux m'accorder un temps au cinéma, etc. Donc, on est dans cette culpabilité. Moi, je l'ai été très longtemps. Ah oui. Mais je vous rassure, depuis l'année dernière, je commence à m'octroyer. Au bout de 24 ans, donc 23 ans d'effacement total, mais depuis l'année dernière, je m'autorise et je dis, à un moment donné, effectivement, il faut que je puisse être à nouveau un petit peu propriétaire de ma vie.
Et c'est vrai qu'il y a aussi ces passages de l'âge où il y a, voilà, moi je suis persuadée que voilà, il y a des temps où on est sur des passages comme ça et on se dit là, ce n'est plus possible pour moi. Alors moi, l'élastique peut se tirer très longtemps avec moi, hein. Et cette espèce de cassure où je me suis dit à un moment donné, ce que je m'étais jamais dit avant, même pensé, voilà, à 57 ans, je me suis dit, mais ce n'est pas juste, en fait, cet effacement total. Le fait que je n'ai aucun temps pour moi, que je m'autorise aucun temps pour moi, que je ne peux même pas me construire à nouveau une vie personnelle, affective, en dehors de l'amour de mes enfants et de mes petits-enfants. J'ai attendu quand même 57 ans pour souffrir et de prendre conscience de ça et d'en souffrir. Et j'en ai un petit peu voulu à ma fille, du coup. Mais l'injustice, c'est un peu le problème de l'aidance et la culpabilité. Je peux vous dire que moi qui ai été aidant pendant 14 ans, que vous soyez à 200, 2000 ou 3000%, il y a toujours de la culpabilité. La seule chose, et je finirai plutôt là-dessus, sur la santé des aidants, pousser vraiment à la porte d'un psychologue, pour moi, est essentiel. Je le redis, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aller dans les associations en lien avec la pathologie de vos enfants pour lesquelles on peut parfois vous accueillir. Allez voir votre médecin. Je sais que c'est compliqué d'avoir un médecin, mais c'est aussi important. Prenez soin de votre santé. On le dit dans les avions, vous avez déjà dû l'entendre, mais en cas de dépressurisation de l'appareil, de mettre le masque à oxygène en premier sur vous, parce que si vous n'êtes plus en mesure de le faire, vous ne pourrez pas le faire sur votre accompagnant. J'ai l'impression que la HAS est en train de se saisir un peu des choses est paru la semaine dernière, et d'ailleurs, je crois même que c'est la semaine prochaine. Il y a un webinaire en direct de la HAS pour sensibiliser les professionnels de santé, les RH, et un peu pour mieux repérer les aidants. Mais voilà, c'est une chose difficile et on sait que les aidants, malheureusement, parfois se fatiguent. Et je finirai là-dessus. Malheureusement, moi, j'ai perdu mon papa. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans, en avril 2022, à l'âge de 64 ans. Et j'ai perdu mon père 1 mois et demi après, à l'âge de 67 ans. Parce que épuisé, vous utilisiez le mot ressources. Et vraiment, pour vraiment être un bon aidant, il faut être en bonne santé. Alors, je sais que c'est dur, mais dites-le que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la personne que vous aidez. Merci, docteur. Ça fait une excellente transition, effectivement, ce rapport de la HAS, puisqu'on parle de la notion de repérage des aidants et de la position salariée. On voit à quel point, finalement, le travail aujourd'hui n'est pas encore un soutien suffisant. Donc, je vais donner la parole à Pierre Denis pour qu'il nous explique un petit peu. Alors, merci Dominique et Vincent déjà pour vos témoignages très éclairants. J'ai été aidant comme vous et je me retrouve, comme dit Vincent, parce qu'il y a des points communs entre tous les aidants, hein. Je me retrouve dans ce que vous avez dit. Il y a une différence, Vincent, entre nous deux et Dominique. C'est que Dominique, elle en a pris pour la vie, et nous, c'est terminé. Donc nous, on a déjà un peu plus de recul. Donc c'est déjà quelque chose qui est très différent dans les témoignages, déjà. Ça se ressent. Ensuite, que dire, il y a une injonction paradoxale, on le voit très bien, de l'aidant. C'est-à-dire qu'en fait, l'aidant... au fond de lui, il a très bien conscience qu'il faut qu'il prenne soin de sa santé parce que sinon, il ne pourra pas tenir la route, il ne pourra pas survivre. Et c'est une question aussi pour l'aider, pour accompagner l'aider jusqu'au bout. Mais en même temps, il ne le fait pas. On l'a très bien vu avec le témoignage de Dominique. Et dans les premiers temps, il ne le fait pas, et c'était le cas de Vincent et moi, jusqu'à ce qu'on nous dise et jusqu'à ce qu'on ait des personnes qui insistent et on arrive à faire des petites choses et derrière ça permet d'avoir un mieux-être. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit sur le psy, hein. C'est pour moi à mon avis fondamental, Dominique, mais bon, je ne vais pas en mettre une couche. Voilà, moi je voudrais vous parler très vite de 2 choses très concrètes qu'on a mis en place dans le cadre des travaux de l'Observatoire solidaire des salariés aidants, qui est une initiative de la Mutuelle Générale et que je dirige, et je voudrais saluer au passage Olivier Frézé et Benoît de Saint-Thomas, qui sont ici dans la salle et qui sont membres du conseil d'orientation de l'Observatoire. Donc l'Observatoire a 4 ans d'existence, on a fait 11 ateliers, on a produit plein de choses qui sont en partage. L'idée, c'est de faire en sorte de doter les entreprises d'outils pour qu'elles passent à l'action et pour qu'elles fassent des choses très concrètes. Alors, 2 choses sur la santé des aidants qu'on a mis en place. On a travaillé cette année avec des chercheurs au Québec et puis des médecins en France. Et on a construit un auto-questionnaire. Alors, ça n'est pas révolutionnaire, mais vous allez voir, on a construit un auto-questionnaire sur la santé des aidants. Donc, tout aidant peut passer ce questionnaire. Mais surtout, on l'a pensé dans le cadre des process de la médecine au travail.
parce que je pense que on parlait de repérage au tout début avec Madame Cluzel, repérage des aidants. Je pense que ça peut être un outil qui peut permettre, dans le cadre, et pas dans un process RH, dans le cadre d'un process de médecine au travail, de pouvoir évaluer sa santé. Moi, quand je suis passé à la médecine du travail, à la Mutuelle Générale, j'ai eu un auto-questionnaire, mais à aucun moment on m'a demandé si j'étais aidant. On s'est dit, ça serait bien d'introduire un questionnaire, de façon à ce que le médecin puisse ensuite prendre en charge le salarié. Ça, c'est la première chose. Et ce questionnaire, il est à la fois sur la santé physique, psychique, et sur l'évaluation du ressenti par rapport à la qualité de vie, le fardeau. Mais j'aime pas ce mot-là. Voilà. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Vincent, il allait courir, mais il n'aimait pas ça. Je le comprends, parce que je déteste ça aussi. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire, comme être dans le présent, s'inscrire dans le présent. Par exemple, ici... moi, quand j'étais aidant, je l'ai pratiqué. Au départ, c'était compliqué, mais après, je ne pouvais plus m'en passer. C'était de pratiquer un peu de sophrologie. Donc, tous les jours, avoir des petits trucs de respiration, s'inscrire vraiment dans le présent, se mettre vraiment dans le présent pour faire de l'auto-hypnose ou écouter une bande-son pendant 3 minutes. 3 minutes, c'est pas si long que ça, quand même. On peut se poser dans un coin, se mettre ça sur un casque, et puis voilà. Et c'est quelque chose, si on le répète, moi je l'ai testé, et je continue à le faire d'ailleurs, qui a des effets extrêmement bénéfiques. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est qu'avec les membres du conseil d'orientation et puis avec les partenaires de l'Observatoire, on a sorti un guide que je vous ai amené, donc le guide des médecines complémentaires et adaptées. C'est un guide qu'on a créé avec des aidants, avec des médecins, avec des spécialistes des médecines complémentaires et adaptées. Et en fait, l'idée, il est posé sur la table en sortant, donc vous pouvez tous en prendre. Et surtout, il faut le diffuser. Il est en téléchargement sur le site de l'Observatoire. Donc ce guide, en fait, moi j'y crois beaucoup, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent ce que sont les médecines complémentaires et adaptées, qui ne sont pas forcément... et je parle sous le contrôle de Vincent, forcément valorisés par les médecins à juste titre aussi parfois, parce qu'il y a aussi du charlatanisme, il y a aussi des médecins... Hein? Mais vérifie, Vincent, vérifie. Et ce guide, en fait, il permet simplement de dire voilà, aux aidants, voilà, vous pouvez pratiquer ces médecines, vous pouvez faire de la sophrologie, vous pouvez faire des choses, ça ne va pas vous prendre des heures dans votre vie d'aidant, et ça peut vous rapporter gros. Voilà. Je terminerai en disant que l'aider n'est rien sans les dents. Donc forcément, il faut absolument prendre soin de soi. Et l'idée, justement, c'est par ces petits trucs, ces petites astuces, je pense qu'on peut essayer d'amener les aidants à prendre conscience. Et déjà, si on arrive à faire une séance, 2 séances, 3 séances, au bout de la 3e séance, on sait que ça apporte un bénéfice. Le tout, c'est de faire le premier pas. Voilà. Mais je sais que c'est pas facile. Merci. Merci Pierre. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez de la présence de nos invités pour aborder des thématiques. Oui. Alors, on a un médecin du travail qui va intervenir sur la prochaine table ronde, mais je vais passer la parole à Pierre.
Oui, bien sûr, le rôle de la... Alors, c'est pas dans toutes les entreprises, hein. Il n'y a pas forcément toujours dans toutes les entreprises une assistante sociale, mais c'est vrai que dans les grosses entreprises, il y en a. Et effectivement, elles ont un rôle majeur. Nous, on l'a intégré dans le processus, effectivement, dans la réflexion de ce questionnaire, dans le sens où on s'est dit, voilà, ça peut être aussi un des éléments dans la détection des salariés aidants, c'est-à-dire du fait que la personne est aidante ou pas. Le salarié, il sait qu'il a à disposition, ou pas d'ailleurs, parce que souvent ça passe inaperçu, qu'il y a une assistante sociale, il sait qu'il y a la médecine du travail, il sait qu'il y a... Bon, sur l'intranet, on peut mettre des informations. C'est autant de prétextes pour détecter, on va dire, d'accord ? L'assistante sociale, elle peut très bien renvoyer vers la médecine du travail aussi. Et inversement, c'est la coordination dans l'entreprise, c'est-à-dire tous ces acteurs, comment ils se coordonnent. Et je dirais, il y a aussi une façon d'aborder les choses qui est de ne pas être tout le temps avec la DRH. La DRH, c'est une chose, mais la médecine du travail, c'en est une autre. L'assistante sociale, c'en est une autre aussi. Normalement, alors ça ne doit pas être complètement compartimenté, parce qu'à un moment donné, et moi je peux vous le dire, parce que dans mon expérience personnelle, j'ai beaucoup souffert et je ne m'en rendais pas compte de ne pas l'avoir dit à mon entreprise quand j'étais aidant. Et ça s'est retourné contre moi. 75% des personnes qui se déclarent aidantes dans leur entreprise, dans notre baromètre, se disent contentes, voire très contentes de la prise en charge de l'entreprise. Mais encore faut-il le dire. C'est pareil dans une équipe. Si on ne le dit pas, et je comprends les aidants qui n'ont pas envie de le dire, parce que moi j'étais dans ce cas-là, mais si on ne le dit pas, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des choses qui se gèrent très mal. Et quand on ne sait pas, c'est pareil pour un aidant. Quand on ne sait pas où on va. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'information et de la prévention. Dans une équipe, c'est pareil, ça ne se lit pas sur votre visage que vous êtes aidant ou aidante. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a l'assistante sociale, effectivement. Et il y a et je termine, il y a l'infirmière au travail. L'infirmière au travail, on va lui donner aussi l'auto-questionnaire qu'on a conçu. On va tester avec elle pour savoir quand il y a des gens qui viennent dans son infirmerie. Voilà, elle est aussi formée pour détecter. Et ça peut être l'occasion de faire passer le questionnaire. Voilà, et de transmettre après au médecin. Et ça souligne aussi à quel point c'est important de sensibiliser pour que les gens comprennent ce que ça veut dire les danses. Madame. Je vais vous apporter un micro. Bonjour, merci infiniment pour ce colloque. C'est une question qui s'adresse aux médecins et je pense qu'il résonnera aussi pour vous, Madame Hervouette. Je suis aussi psychologue et aidante d'un enfant porteur d'une maladie rare, grave, depuis 15 ans. Donc je connais les coups, je connais les nuits difficiles et j'ai compris que ça résonnait véritablement notre vie avec des situations de guerre. Et assez rapidement, je me suis tournée vers le ministre des Armées et des médecins. Et aujourd'hui, j'entends parler de syndrome post-traumatique pour les aidants. Et j'entends chez vous, madame, si je puis me permettre, on va carrément, je pense, jusqu'à la dissociation. C'est-à-dire qu'on est dans ce déni pour pouvoir... on est avalé par ce fer. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez du fait du syndrome post-traumatique. Comment on peut s'en sortir? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. C'est la psychologue qui demande aux généralistes, merci. Non, mais pour moi, c'est une tempête. Quand on est aidant, c'est une tempête mentale, cérébrale. Il se passe plein de choses dans notre cerveau. Et le côté post-traumatique, ce qui me dérange, c'est le côté post, parce qu'en fait, c'est pas fini. Quand on est aidant, on est dedans. Et c'est peut-être là-dessus. Alors après, il y a des similitudes, hein, mais pour ça que là, vous évoquez la dissociation. Et pour moi, la clé aussi de consulter un psychologue, c'est de l'acceptation de ce statut d'aidant. Et ça passe aussi par ça. Parce que, je vous la fais courte, mais moi, quand j'ai poussé la porte de la psychologue, j'y suis allé. Les 2-3 premières séances, j'ai commencé à la saouler avec mes histoires amoureuses. Et elle m'a écouté. Et un jour, elle m'a dit, mais en fait, si vous venez me voir, c'est pas pour ça, Vincent. Vous venez me voir parce qu'il y a une maman qui est en train de vous oublier. Elle a 50 ans et elle est en train de vous oublier. C'est ça le problème. Et cette histoire de vous n'arrivez pas à trouver l'amour ou j'en sais rien, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Bon, je vous cache pas qu'elle avait vu juste. Mais
Je pense qu'il y a, sur le point de vue psychologique, il y a encore tellement de choses à apprendre sur les danses. C'est de la même manière que je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir ce mot de les danses, qui est là, vous évoquiez le travail et l'entreprise. Je trouve que nous, professionnels, on commence seulement à prendre conscience de ce qu'est un aidant. Alors, on ne peut pas en vouloir au milieu du travail, mais eux aussi commencent enfin à comprendre ce que c'est qu'un aidant. Ils commencent enfin à comprendre le repérage et comment l'accompagner. Et je pense qu'en psychologie, peut-être que je vous invite à écrire un livre, mais à mon avis, on va apprendre des choses encore là-dessus. Y a-t-il des éditeurs dans la salle? Non, mais effectivement, je vous rejoins. Il y a quand même à la fois quelque chose de très choquant, oui, mais le côté voilà, j'ai pas toutes les compétences dans ce domaine de la psychiatrie, de la psychologie pour acter aujourd'hui ce qu'il en est, mais il est essentiel, Dominique, d'avoir un suivi psychologique. Je me sens cernée. Ça sera le mantra. Ça sera le mantra de cette table ronde. Je me sens... Non, mais j'ai pas dit que c'était pas juste. Une fois encore, ce sont, comme je dis, chaque parent avance pas à pas et à son rythme par rapport à sa personnalité, par rapport à son histoire, par rapport à l'image qu'il a de lui-même aussi. Hein. Tout ça est lié, évidemment. Je rejoins Madame sur le côté choc post-traumatique. C'est vrai que on n'est pas préparé à accueillir le handicap dans son foyer. Même si moi, personnellement, ayant une maman avec une schizophrénie, si vous voulez, à l'âge de 12 ans, j'avais déjà bien côtoyé le côté maladie mentale. Pour autant, nous ne sommes jamais préparés à accueillir une situation de handicap. Et comme en plus de ça, il y a toute une logique d'annonce qui est maladroite, qui est dans le... Il faut qu'on apprenne à décrypter les petites lignes corps 3, voire celles qui sont invisibles. C'est vrai que tout ça, ça ne nous aide pas du tout. Le choc post-traumatique, on l'encaisse, on n'en a pas conscience. C'est qu'au fur et à mesure du temps qu'on se rend compte de l'espèce de tremblement de terre dans lequel on est tombé. Récemment, j'avais cette image, parce que j'aime bien raisonner aussi avec des images. J'ai finalement, c'est comme si, sans s'en apercevoir, on était tombé dans un cul de basse-fosse, qu'on est plongé dans le noir absolu, parce qu'en plus de ça, on ne peut pas se projeter sur rien. Qu'on se dit, mince, je suis dans le noir, bah alors, elle est où la lumière? Donc on cherche la torche, et tout de suite après, on essaye de trouver la bêche, et on essaie de se frayer un chemin sur une route dont on a une visibilité d'à peine 5 mètres. Et à chaque fois, on espère, parce qu'on se dit, bah, le handicap, c'est pas né d'hier, quand même. Eh ben si, dites donc. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on se dit, non mais attendez, quand même, l'histoire... Il y a des professionnels. Attends, je rencontre des professionnels, un pédopsychiatre, s'il te plaît. Il n'a pas eu l'idée de me dire, alors qu'il est parfaitement, lui, en connaissance de ça, quels sont les prochains jalons. C'est à moi de les deviner. Et en plus de ça, on me reproche de ne pas avoir eu l'intelligence de deviner les choses qu'on ne m'a pas dites. C'est grandiose, quand même. On est en permanence dans cette gymnastique qu'on nous impose d'être dans la divination. Il faudrait qu'en plus de ça, on ait créé la boule de cristal. C'est quand même extraordinaire. On nous reproche, ah bah oui, je vous avais dit qu'il fallait que vous fassiez une radio de contrôle pour le dos de votre fille pour voir comment ça évolue au cas où. Ah d'accord, il fallait que je comprenne moi qu'en fait ma fille avait une scoliose en génération et qu'une opération importante était à prévoir. Donc on n'est pas dans du post-traumatique, mais on est dans du traumatisme permanent. On est dans, effectivement, je disais, un champ de bataille, parce qu'en fait, on se retrouve avec des bombes qui nous tombent dessus en permanence. Et en fait, on est effectivement dans cette extrême vigilance de tout, comme un guerrier qui ne peut pas fermer les yeux, ou en tout cas, il ferme que d'un œil, en se disant, je ne suis plus dans une sérénité. Quand je me lève le matin, je ne suis sûre de rien,
Et quand par hasard, il y a le téléphone qui sonne à 8h55, que c'est un service d'aide à domicile qui vous annonce « Ah, je suis désolée, Madame Hervouette, l'intervenante qui devait arriver donc, le matin même à 9h ne peut pas venir. » Et que vous, tout de suite, vous montez en pression parce que vous dites « Mais attends, là, comment je fais? Parce que moi, j'ai un rendez-vous avec un client, j'ai une réunion, machin. » On est serein de rien. Et quand on va voir un médecin, on est serein non plus de rien. Donc on est dans cet terrorisme-là de nos vies en permanence. Je crois que vous aurez des choses à échanger. Non, C'est ce qui est évoqué. Alors, justement, on va laisser le mot de la fin à Pierre parce qu'on a une prochaine table ronde et on va essayer de rester dans le timing. Donc Pierre, on laisse le mot de la fin sur ce sujet-là. Merci Dominique. Très très vite. Moi vous voyez, j'ai mis 15 ans pour faire le deuil de mes parents et j'ai réalisé au bout de 15 ans que je n'avais pas fait le deuil de mes parents. Pourquoi ? Parce que j'avais été traumatisé par le fait de voir mon père emprisonné dans son corps. J'étais traumatisé par la mort, tout simplement. Et j'avais pas de réponse, en fait, sur ce que c'était que la mort. Et en fait, je tournais ça en boucle, etc. Et je dormais pas non plus. J'avais le sommeil, je me réveillais tous les jours à 3h du matin en me disant, voilà, je suis à la place de mon père dans son cercueil. Donc, voilà, traumatisme. J'ai fait du MDR, comme a dit madame, et c'est parti. Voilà. Merci pour cette note d'espoir. On va terminer là-dessus. On va vous laisser 5 minutes avant de nous rejoindre. Notre prochaine table ronde, c'est 11h45, c'est ça ? Oui, quelques minutes de pause. Vous avez une petite pause qui est servie dans. Et on se retrouve à la sortie de la 11h45, salle. donc en un peu moins de 10 minutes. Merci.